Merci de nous accueillir, j'allais dire une fois de plus, même si ça fait un petit moment, un an et demi. Nabil Mlabla nous accueillir au siège du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Vous êtes toujours les bienvenus, vous savez. C'est gentil à vous. Je rappelle Nabil Mlabla, bien entendu, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme. Débat, l'info en face, grand format avec vous. On a démarré en début de semaine avec Riyad Mzour. Et donc on poursuit cette semaine grand format avec vous sur conjoncture, actualité. On a cette Cannes 2025 qui a priori a pris une dimension un peu politique. Avoir donc votre lecture et votre sentiment là-dessus. Comment vous avez vécu et vous vivez ces événements et ces actualités et ces informations, ces narratifs et ces contre-narratifs qui se succèdent depuis une dizaine de jours. On va revenir également aussi sur l'annonce du départ surprise du patron et du président du RNI qui est en même temps chef de gouvernement, et bien entendu les velléités, les ambitions du Parti du Progrès et du Socialisme, la perspective de l'année 2026 qui va être marquée par des scrutins, une élection, et qui se veut, en tout cas aux yeux de certains, comme essentielle, voire capitale pour notre pays dans la perspective de l'horizon 2030. Nabil Mlabla, tout d'abord sur cette, j'allais dire peut-être gestion politico-sportive post-Cannes 2025, on a vu cette réunion de haut niveau Maroc-Sénégal qui s'est tenue en début de semaine. Quel regard vous portez par rapport à tout ce qui se passe actuellement ? Bienvenue encore une fois chez nous au siège du PPS. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous avons eu, fort heureusement, et vous soumettez ce sujet, nous avons émis une déclaration de notre bureau politique suite à la réunion que nous avons tenue hier, la réunion ordinaire de notre parti. Et cela a été l'occasion pour nous de réaffirmer un certain nombre de choses importantes. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Je suis quelqu'un qui va au stade, qui a suivi l'équipe nationale dans différentes compétitions, à Moscou pour la Coupe du Monde, au Qatar, en Égypte pour la Coupe d'Afrique, ou ailleurs, et lors de cette compétition. Donc, il ne s'agit pas pour moi ici de vous donner des réactions de quelqu'un qui va se transformer également en entraîneur de l'équipe nationale, ou même de commenter un certain nombre de mesures de choix sportifs de choix sportifs, ou même de choses qui se sont déroulées sur le terrain, qui ne sont pas très glorifiantes, ou même de sanctions qui pourraient être éventuellement émises par l'instance disciplinaire de la CAF. Ce qui est le plus important, à mon avis, c'est de souligner, comme nous l'avons fait dans ce communiqué, de souligner que le Maroc a réussi un bon parcours dans l'organisation de cette CAF, c'est indéniable, en essayant d'offrir les meilleures conditions possibles pour notre pays, ce qui ne veut pas dire les meilleures conditions que nous puissions garantir pour n'importe laquelle des compétitions, chez nous comme ailleurs. Le Maroc a beaucoup travaillé et nous pouvons nous enorgueillir des infrastructures qui ont permis de tenir cette CAF, mais également de l'esprit d'organisation globale, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas de lacunes, qu'il n'y avait pas d'erreurs, ou qu'il n'y avait pas d'insuffisance. Et cela est le lot de tous les pays qui organisent n'importe laquelle des manifestations. Et c'est pour cela que je m'empresse de dire, il faut se féliciter de cela, mais il faut en même temps savoir raison garder. La part d'autocritique doit toujours être présente. La part d'humilité doit toujours être présente. Parce que c'est manquant, c'est les déficits que vous exprimez. Vous insistez beaucoup sur l'humilité, compris dans le communiqué d'ailleurs. Oui, dans notre communiqué, oui. Vous savez, le fait de vouloir dire par nous-mêmes, pour que les autres le disent, que c'est la meilleure Coupe d'Afrique jamais organisée, je pense que ça, il faut savoir laisser les gens le dire. Nos hôtes, nos invités l'exprimer, le public, les équipes qui participent, les journalistes, etc. Cela est extrêmement important parce que parfois, lorsqu'on a tendance à vouloir se répéter soi-même ce genre de choses, on a la tête qui chauffe et on ne se rend pas compte d'un certain nombre d'imperfections
ou de points négatifs qui sont, comme je le disais, somme toute normaux. Et il faut savoir les prendre en charge. Ça, Est-ce que c'est un premier loupé, ça? Est-ce que Nabil Ben Arla, ce que vous êtes en train de dire là, c'est qu'en fait, à vouloir trop proclamer qu'on a organisé la meilleure CAN, qu'on a de belles infrastructures, et d'insister sur ces éléments de langage-là. Donc ce narratif marocain, en fait, nous a, quelque part, nous a aveuglés sur ce qui s'est passé dans la deuxième quinzaine de la CAN, ce qui se passe depuis. Lorsque vous accédez à ces stades, lorsque vous allez au stade de Rabat, de toute beauté, lorsque vous allez à celui de Tanger, ou celui de Marrakech, ou d'Agadir, ou de Fès, ou de Casablanca, partiellement refait, eh bien, par la force des choses, vous voyez ce public, vous voyez ces personnes qui viennent d'un peu partout en Afrique et d'ailleurs, eh bien, vous vous rendez compte que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça fait notre fierté et il faut juste laisser ces gens-là l'exprimer. Il faut juste avoir l'humilité de se dire mais laissez les gens vivre ce genre de choses et ils vont exprimer par eux-mêmes ce qui doit se faire. Je crois que là, ceci dénote parfois d'une exagération qui peut provoquer l'effet inverse. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que cela finit par provoquer un certain nombre de jalousies. Cela finit de jalousie saine ou de jalousie malsaine? Parce qu'effectivement, certains considèrent, bon, alors on va pas, je sais que vous êtes responsable politique, vous n'êtes pas sociologue ou anthropologue ou autre, mais que dans l'analyse, en fait, c'est aussi, la jalousie est humaine, elle est naturelle, elle est mécanique. La jalousie est humaine, l'esprit nationaliste existe également chez d'autres contrées ou dans d'autres contrées. Il est évident que il y a des réactions. Cette Coupe d'Afrique a été organisée dans d'autres pays et ces pays peuvent se sentir interpellés par ce fait. Donc déjà, la place prépondérante aujourd'hui du Maroc dans le Cénacle africain, qu'il s'agisse de son rôle dans le processus de développement et dans ses relations avec un certain nombre de pays, ou qu'il s'agisse également de la place particulière du Maroc au sein des instances de la CAF. Donc tout cela provoque par la force des choses des concurrences, une compétition qui peut être saine, qui peut être malsaine. Donc tout cela, il faut le prévoir. Et c'est pour cela qu'il faut aborder les choses. Ça n'a pas été prévu pour vous? À mon avis, non, pas avec l'esprit qu'il faut. Il faut le prévoir avec l'humilité nécessaire, avec la capacité d'intégrer, d'accueillir et de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Bon, cela n'enlève rien à la réussite de cette compétition du point de vue de son organisation. De manière générale, je reviens pour dire, oui, cela a été un grand moment et le Maroc a montré qu'il avait des capacités pour organiser ce genre d'événement. Et c'est une bonne base de départ par rapport à 2030 et à la Coupe du Monde. À la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. Vous dites que c'est une bonne chose d'avoir montré, on va dire, à la communauté internationale, au monde entier, notre capacité à construire des stades. Aller ici à des standards internationaux, aller rénover aussi, que la construction des stades, assurer aussi la mobilité. Voilà. Sauf que ce contre-coup, où vous dites, vous, peut-être qu'on a manqué parce qu'on a péché par manque d'humilité, où on se retrouve aujourd'hui pointé du doigt, pas que par des adversaires, ou en tout cas des pays qui nous ont toujours été hostiles, qui ont toujours manifesté leur hostilité. On se retrouve a priori aussi pointé du doigt par des pays ou des populations, des opinions publiques qui n'ont jamais jusqu'à présent eu d'hostilité exprimée à l'égard de notre pays. Est-ce que là, du coup, dans la perspective de l'horizon 2030, ça ne va pas montrer notre capacité à construire des stades et organiser une CAN peut se montrer insuffisant? Je vous le disais, d'abord, ne limitons pas, ne résumons pas ce que le Maroc a pu faire à la construction de stades, ce qui est déjà important, ou au fait de pouvoir réussir toute une mobilité à l'intérieur de cette compétition. Non, il y avait un esprit général, il y avait un cadre général dans lequel on peut dire que le Maroc a réussi son coup. Maintenant, comme tout le monde, comme partout, eh bien, il y avait un certain nombre de carences, de points négatifs. Et donc, il faut savoir, comme je vous le disais, raison garder. Maintenant, une chose est plus importante que tout cela, c'est que
lorsque vous êtes dans un circuit comme celui-là, le Maroc, de manière générale, nous le savons, étant donné un certain nombre de questions qui sont posées à nous, la question du Sahara ou d'autres questions de développement, ou notre présence en Afrique, ou la concurrence que nous pouvons avoir avec d'autres pays, eh bien tout cela fait qu'un certain nombre de milieux se tiennent tapis et se disent que nous ne pouvons pas laisser le Maroc sortir grandi de cette affaire. Donc il s'agit de savoir ne pas les provoquer, ou de savoir en tout cas les contenir par l'attitude la plus humble possible et la plus indiquée possible. En second lieu, et c'est ça le plus important, et nous avons eu l'occasion de le dire, notamment dans le cadre de notre initiative que nous avons dénommée Rabhou Kamlin, ça veut dire gagnons tous. Lorsque nous avons vu la construction de tous ces stades, lorsque nous avons vu la perspective de la Coupe du Monde, la CAF d'abord, puis la Coupe du Monde, eh bien, ou la CAN d'abord, puis la Coupe du Monde, nous avons tout de suite exprimé le fait que, vous savez, la CAN et la Coupe du Monde ne font pas une politique de développement. La CAN et la Coupe du Monde sont des événements majeurs que le Maroc doit réussir à organiser parce que cela lui donne une volonté d'aller loin, d'accélérer le mouvement de développement, mais ça ne fait pas une politique globale de développement. Ce qui fait une politique globale de développement, c'est la volonté réelle d'avoir une politique de démocratisation, de respect des droits de l'homme, de manière à ce que personne ne puisse vous attaquer sur ce registre, de montrer la différence à l'égard d'un certain nombre d'autres pays africains. Ce qui fait la différence, c'est également le fait d'avoir une politique de développement économique encore plus avancée, encore plus performante. Ce qui fait la différence, c'est également d'avoir une politique sociale et une politique territoriale qui fasse que vous n'avez pas juste des stades qui sont construits à Tanger, à Fès, à Rabat, à Casablanca, à Marrakech et à Agadir, construits ou restaurés, et puis une ligne de train qui va aller jusqu'à Marrakech, ce qui est également une grande réalisation, ou des aéroports qui sont construits ici et là. Non, il faut également, par le froid qui court, par les neiges que nous voyons un peu partout, il faut également développer parallèlement, c'est important cette idée, développer parallèlement une politique de développement pour toutes ces contrées, ces régions de montagne ou ailleurs qui aujourd'hui encore vivent des conditions déplorables et des conditions inacceptables. Certains seraient tentés de vous dire, est-ce que Nabil Ben Abdallah n'est pas en train de verser dans une forme de populisme, de dire voilà effectivement cette cale en fait se dire aujourd'hui préconiser le développement pour oui. tout. Vous savez, moi. Est-ce qu'on peut tout faire? On n'a pas un budget, on n'a pas des finances qui sont élastiques et qu'il fallait nécessairement. Il y a eu plus de 20 milliards de dirhams qui ont été mobilisés pour la CAN. Attendez, oui, vous savez, l'investissement public. Vous savez, lorsque vous avez un discours royal qui affirme une grande conscience à l'égard de ces questions et qui parle de la nécessité de dépasser le Maroc à 2 vitesses, tout en relevant tout ce que le Maroc a réussi à faire. Parce qu'effectivement, le Maroc a réussi, sur ces dernières années, 20 dernières années en particulier, a réussi à se positionner dans une perspective nettement plus valorisatrice du point de vue du développement. Certes, mais dans le même temps, le courage, l'audace, la raison, la volonté de mieux faire impose de reconnaître nos imperfections, nos carences, de reconnaître qu'il y a encore des choses qui s'appellent pauvreté, qui s'appellent exclusion, qui s'appellent développement des zones de montagne, qui s'appellent développement des zones rurales, qui s'appellent développement des périphéries des villes, qui s'appellent la nécessité de combattre le chômage, qui s'appelle la nécessité de développer encore plus notre économie, de promouvoir le secteur formel et de faire régresser et réduire le secteur informel. Tout cela, oui. Eh bien, c'est cela qui fait une politique de développement. Il faut céder de ces grandes messes sportives qui sont constituées par la CAN ou pour la Coupe du Monde, mais n'oublions pas que de manière générale, au-delà des questions de prestige, de fierté et d'équipement que vous gardez, tous les pays qui ont organisé ce genre d'événements se sont souvent retrouvés avec des problèmes d'endettement, avec des problèmes de valorisation, valorisation de ces sites. Donc, nous demandons à ce que
toutes ces dimensions soient prises en charge. Et c'est le sens de ce communiqué. C'est de dire, restons raisonnables et sachons que nécessairement nous devons accompagner ces événements d'une politique de développement qui nous a fortement manqué avec le gouvernement actuel, qui est passé à côté. Sur lequel on reviendra, Nabil Ben Abdallah. Vous avez vu comme moi, certainement, première sortie d'ailleurs de membres du gouvernement, c'était Riyad Mezzour, ministre en charge du commerce et de l'industrie, qui s'est exprimé le lendemain matin de la finale que nous avons malheureusement perdue contre le Sénégal, en disant voilà qu'aujourd'hui, 80% grosso modo des investissements et de la dépense qui a été consentie pour la CAN et essentiellement de l'investissement public d'ailleurs, à hauteur de, on parle d'un peu plus de 20 milliards de dirhams, il y a eu un retour sur investissement en termes d'estimation. Il y a 10 années de développement qui ont été gagnées grâce à ces investissements publics consentis par l'État pour la CAN. Et ensuite, la création de 100 000 emplois, 20 millions de touristes aussi on a atteint ce 19,6 millions de touristes, et ce qui nous permet de tendre vers un niveau de croissance autour de 4,4 ou 4,5%. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Il y a des choses qui sont vérifiées et d'autres qui le sont moins. Des choses qui font vérifier, qui constituent des tendances qu'on peut considérer comme lourdes, qui ne tiennent pas qu'à la CAN ou qu'à la Coupe du Monde. C'est cette réémergence que nous connaissons au niveau de notre tourisme et du nombre de visiteurs. Oui, certes, et il y a des choses qui sont... C'est grâce à la politique touristique, les 19,6 millions de touristes, ou c'est grâce au Lion de l'Atlas ? Parce que je vous dis ça sans vous... C'est pas une question piège. Je pense que cela est dû à beaucoup de facteurs, à des facteurs mondiaux, d'abord, des zones de crise ailleurs dans le monde, et le fait que le Maroc se positionne plus comme une zone de stabilité, donc un retour vers cette région à laquelle nous appartenons, et en particulier le Maroc. Il y a effectivement le parcours de notre équipe nationale au Qatar, et cette demi-finale, parce que beaucoup de gens ont entendu parler subitement d'un pays qu'ils ne connaissaient pas, à savoir le Maroc, considéré comme un beau pays d'un point de vue touristique. Oui, ce genre d'événement joue. Je ne pense pas qu'il y ait un mérite particulier ou une politique touristique qui s'est distinguée par rapport aux politiques touristiques qui étaient menées avant. Je pense que cela, un certain nombre de facteurs ont mené à cela. Ça n'enlève rien au mérite des efforts de ce ministère. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que il y a des choses qui sont vérifiées. Dire que ça fait 10 ans de développement... Un gain de 10 ans de développement. Un gain de 10 ans de développement, oui. Ça c'est une estimation qui n'est pas vérifié, qu'il faudrait vérifier par les chiffres, par les faits, qu'il faudrait analyser. Et donc c'est la création de 100 000 emplois, la création aussi de 100 000 emplois avec toutes les entreprises de BTP. Il est indéniable, chez nous comme ailleurs, que des événements de ce calibre contribuent à impulser l'effort de développement national. Ne serait-ce que du point de vue de la fierté que cela provoque au sein d'une société ou au sein d'un peuple, et de cette capacité à développer des énergies et à les libérer pour faire en sorte que le processus de développement soit accéléré. C'est arrivé chez nous et c'est arrivé ailleurs. Maintenant, je le répète, ça ne fait pas une politique de développement. Ce qui ne veut pas dire que nous, dès le départ, nous avons applaudi au fait que le Maroc accueille la CAN. Nous avons applaudi au fait que le Maroc accueille la Coupe du Monde. Et nous espérons que le Maroc réussira après la CAN cet événement. Et nous considérons que nous avons fait des efforts qui méritent d'être relevés par rapport à l'organisation de cette CAN. De ce côté-là, c'est indéniable. Maintenant, c'est là où il faut savoir raison garder. C'est de ne pas vouloir remplacer une politique de développement global, démocratique, égalitaire, qui puisse faire en sorte que nous puissions porter le pays dans son ensemble, dans toutes ses régions et dans toutes ses couches vers le mieux, eh bien qu'on veuille remplacer cela juste par l'organisation d'événements sportifs, si importants soient-ils. Vous dites ça parce qu'il y a une tentation, selon vous, de l'exécutif de vouloir mettre ce paravent de la CAN, c'est comme
ces dames qui mettent du vernis ou qui changent de vernis. Est-ce que c'est ça votre crainte aujourd'hui, Nabil Belabla, en disant attention. Nous sommes là pour ça, vous savez. Vous avez réussi la CAN, mais la CAN, ce n'est pas un modèle de développement. En fait. Vous savez, nous sommes là pour ça. J'aimerais profiter de l'occasion, comme nous l'avons fait dans notre communiqué du bureau politique, comme tous les Marocains, nous félicitons notre équipe nationale. Nous sommes déçus, mais nous félicitons notre équipe nationale d'être arrivée en finale. Nous considérons qu'il y a eu un excellent parcours. Je le répète, l'organisation de cette CAN constitue une fierté pour tous les Marocains. Maintenant, il y a eu un certain nombre de choses qui tiennent du fait que nous n'avons pas adopté l'attitude globale nécessaire pour contrer tout ce qui pourrait être négatif dans l'attitude d'autres pays ou de médias ou de leaders d'opinion ou à différents niveaux. Pourquoi ? Parce que quand vous organisez ce genre d'événement, je vais vous donner une comparaison. D'accord ? Lorsque la Coupe du Monde a été organisée au Qatar, j'y étais. J'y ai même résidé pendant quelque temps pour voir les matchs de l'équipe nationale. Eh bien, il y a eu une campagne dans un certain nombre de médias étrangers, en France comme ailleurs, à l'égard du Qatar, qui est une campagne honteuse, qui est une campagne... Qui avait démarré avant le début de la compétition. Alors, bien sûr... Mais qui s'est tue au fil de la compétition en même temps, on est bien d'accord. C'est-à-dire que plus on se rapprochait de la finale, plus... force était de constater qu'il y avait une organisation extraordinaire et que des capacités énormes ont été mises. Certes, le Maroc n'a pas les mêmes moyens financiers que le Qatar, mais et voilà. Et les faits ont parlé. La réalité a parlé. Et ces milieux ont été obligés de constater qu'au bout du compte, eh bien, jusqu'à la finale, les choses... Ils sont effectivement murés dans un silence. Nabil Belabla, vous dites effectivement, peut-être la manque d'humilité. C'est juste pour vous dire que par rapport à des pays comme les nôtres, eh bien, il y a un certain nombre de milieux qui ne veulent pas, par exemple, au-delà des pays africains ou de ce qui peut se passer auprès de certaines opinions publiques. Vous savez, il y a des pays qui ont l'habitude de considérer que dans pareils événements, c'est eux qui doivent être là. Nous avons connu ça lors du tremblement de terre de l'Haouz, avec des pays qui ont considéré comment ne pas faire appel à nous. On peut le citer, c'est un pays comme la France, comme ça, quand on nomme, c'est plus simple. D'accord. Et donc, c'est pour vous dire, quelque part, que nous avons vu des médias français qui nous ont tiré dessus de manière absolument inadmissible, quelque chose d'injustifié par rapport à notre pays. Donc, quelque part, il ne faut pas être étonné par ce genre de choses. Il faut y être prêt, il faut se préparer à cela. Et le meilleur moyen de se préparer, c'est d'avoir toute une politique dans laquelle baigne cet événement, y compris au niveau communication, une politique faite de réalisation et d'humilité, mais également une politique qui fasse que sur tous les autres aspects de développement, eh bien, on montre qu'il y a une volonté, qu'il y a un cap, qu'il y a un certain nombre de réalisations qui sont projetées et qu'on n'est pas juste dans l'organisation d'une coupe d'Afrique puis une coupe du monde avec des stades dans certaines villes et un certain nombre de réalisations et que non, bien au contraire, le Maroc, parallèlement à cela, eh bien, met des moyens pour sortir du Maroc à deux vitesses. Et on va y revenir effectivement avec vous, mais juste une question très directe aussi, Nabil Belabla, que je vais m'autoriser à vous poser aussi. Effectivement, cette CAN était organisée par la CAF, la Confédération africaine de football, même si effectivement il y avait toujours la FIFA d'ailleurs, qui était largement représentée par son président. Est-ce qu'aujourd'hui, Nabil Belabla, vous considérez aussi que Fawzi Larja, qui est le président de la fédération de football et en même temps ministre du budget, mais plutôt avec sa casquette et son costume de président de la fédération, est-ce qu'il a des comptes à rendre ? Est-ce qu'il doit aussi s'exprimer et faire aussi le bilan ? Il était lundi au Parlement pour répondre aux questions orales des députés. Il s'est exprimé sur le bilan, non pas de la CAN, mais celui de la loi de finances 2025. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait des mots, en tout cas qui s'expriment sur la CAN et sur l'après-CAN, après tout ce qui a suivi, parce que je rappelle qu'il a été pris en grippe, et d'ailleurs tout récemment par le président, par son homologue sénégalais, et que la seule chose qui s'est passée au niveau du Parlement lundi, c'est qu'il a été applaudi, acclamé par le Parlement pour la qualité de l'organisation de la CAN. Sauf que là, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent voilà, il faut aller peut-être aussi au-delà et que Fawzi Larja peut-être aussi a une responsabilité, une co-responsabilité par rapport à tout ce qui se passe, notamment depuis la finale. Vous savez,
sans enlever aucun mérite à quiconque dans les parcours collectifs. Je ne serai pas de ceux qui vont verser dans une sorte de personnalisation, ni de manière positive, ni de manière négative. Maintenant, il se trouve qu'un certain nombre de personnes peuvent être les personnes indiquées pour porter une politique, porter une vision, porter des réalisations. Cela est important parce que ces personnes jouent un rôle moteur et arrivent à fédérer des énergies, à créer des synergies qui sont favorables. Maintenant, ceci étant dit, dans toute compétition, dans toute initiative, surtout s'il s'agit de fonds publics, surtout s'il s'agit de politique, même si dans le cas d'espèce, l'essentiel de ce qui a été fait a été placé dans le cadre de la fondation et non pas dans un cadre gouvernemental. Oui, bien sûr. C'est-à-dire au niveau budgétaire, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Y compris au niveau budgétaire, y compris au niveau de ce qui a été dépensé, même si certains comptes très partiels ont été présentés devant le Parlement par Fawzi El-Khaja lui-même. Oui, il faut avoir... Parce qu'on demande à Walid Regragui des comptes aussi, puisque Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe nationale, avait s'était engagé à gagner la CAN. On est bien d'accord ? Donc c'est l'objectif qui a été fixé. D'ailleurs, beaucoup le critiquent et certains appellent à son départ d'ailleurs. Mais en même temps, est-ce que le président d'une fédération, à la fin d'un tournoi, comme celui de la CAN, effectivement, où il y a de l'argent public qui est en jeu, est-ce que selon vous, il est nécessaire aussi qu'il y ait aussi un bilan qui soit fait par le président de la fédération auprès de nos concitoyennes et nos concitoyens n'ont pas un enjeu de communication extérieure. Vous savez, j'essaye depuis le début de cette émission de rester mesuré, mais en même temps de ne pas pratiquer de langue de bois et de dire clairement ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Ce qui est positif, mais également ce qui peut relever des imperfections et des incohérences. Maintenant, j'essaye dans le même temps de ne pas personnaliser, mais puisque vous me parlez de Walid Regragui, maintenant on reviendra à Fawzi El-Khaja. Walid Regragui, il est ce qu'il est, il a la personnalité qu'il a, il a aussi les résultats qu'il a. Et il a les rapports avec la presse qu'il a et avec une partie de l'opinion publique qu'il a. C'est ainsi, mais il n'a peut-être pas remporté la Coupe d'Afrique, mais il est arrivé en finale, et dans une finale âprement disputée et avec des événements qui ne sont pas très reluisants. Donc voilà, permettez-moi. Donc il est excusable. Donc excusez du peu. Voilà, excusez du peu. Maintenant, je ne suis pas là en train de déifier Walid Regragui ou à contrario de considérer que c'est le plus mauvais des entraîneurs que nous avons eu. Donc, il faut savoir encore une fois raison garder et il faut savoir encore une fois ne pas se transformer en entraîneur de l'équipe du Maroc parce que il y a loin de la coupe aux lèvres et les choses sont beaucoup plus difficiles que cela. Maintenant, voilà, cette parenthèse est fermée. Le Maroc n'a pas remporté cette Coupe d'Afrique. Des conditions ne l'ont pas aidé pour ce faire. Il y a des instances disciplinaires qui vont se prononcer. Et voilà, et que ça s'arrête là. Revenons à l'organisation de cette Coupe, au rôle joué par la Fondation, par Fawzi El-Khaja, c'est très bien. Mais lorsqu'il s'agit de dire, bon, maintenant, faisons le bilan de tout cela. Rien que le bilan d'image. Parce qu'on a aujourd'hui l'image qui est entachée. C'était largement rappelé dans le communiqué royal de vendredi, d'ailleurs, dernier. Oui. Faisant le bilan de tout cela, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait normal lorsqu'il s'agit de la chose publique, lorsqu'il s'agit de fonds publics. Voilà. Et cela doit se faire. Pourquoi ? Parce que nous devons savoir où nous en sommes. Parce que nous devons savoir qu'est-ce qui a été ça aurait dû être fait lundi. Parce que je rappelle que Fawzi El-Khaja est intervenu, alors c'est certainement le hasard du calendrier, il est intervenu lundi après-midi au Parlement pour répondre aux questions des députés, donc dans le cadre du format des questions orales. Donc c'était surtout essentiellement centré sur l'exécution de la loi de finances 2025. Est-ce que vous auriez souhaité, Nabil Benabla, que ça donne lieu aussi à un bilan qui soit fait aussi, ne serait-ce que provisoire de la CAN, compte tenu que chaque Marocain aussi a les yeux rivés aujourd'hui sur, c'est-à-dire, quelles sanctions vont tomber
de la CAF à l'égard du Sénégal, mais peut-être aussi d'ailleurs de notre pays, là, le Maroc, et puis de savoir aussi tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ce contre-narratif qui nous a mis sous l'eau. On a peut-être besoin aussi d'avoir la prise de parole du président de la fédération. Il est tout à fait concevable sur le plan du contrôle parlementaire que la commission concernée puisse se réunir comme cela se fait lorsqu'il s'agit de la question nationale ou de nos affaires étrangères ou des derniers développements à ce niveau, ou bien de la situation agricole ou d'une catastrophe naturelle, comme cela a été le cas pour le Haouz, ou des choses de ce genre. C'est tout à fait concevable, y compris pour l'organisation de la CAN. Donc je pense que cela doit être pris tout à fait normalement. C'est cela qui constitue la raison dans telle approche. Et cela permettra de discuter chiffres, mais également de discuter réalisation, bilan, perspective, Coupe du Monde qui arrive. Et ce contre-narratif et ces hostilités qui se sont manifestées lors de cette CAN-là, de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on considère, on doit les minimiser, de se dire que ça va passer avec le temps, c'est un peu la position, le discours d'ailleurs de Riyad Mansour le lundi même dans l'Info en face, ou se dire effectivement non, il faut les prendre très au sérieux, parce que certains considèrent, alors je ne sais pas si c'est votre cas, Nabil Ben Abdallah, qu'une CAN, une compétition continentale comme la CAN, même une Coupe du Monde de football ou un événement comme les JO, croire que ça n'a pas une dimension politique, c'est être trop naïf. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir et apprendre, c'est que ce genre d'événement avait une dimension politique très forte qu'on a négligée? Vous savez, vous en connaissez beaucoup, vous, des événements qui drainent autant de foules et qui attirent l'attention, la fougue, la passion de centaines de millions de personnes. Et selon des chiffres que j'ai lus, je ne sais pas quelle est leur véracité. On parle du milliard de 2 milliards de téléspectateurs. On parle de 2 milliards de téléspectateurs. Donc, vous en connaissez beaucoup des événements politiques qui peuvent arriver à ce niveau d'intérêt provoqué. Non, donc, c'est évident que lorsqu'il y a autant d'intérêt, ça devient une question publique largement partagée, et donc ça devient une question politique, c'est une évidence. Maintenant, ce n'est pas sur cette base, et sur la base de passions déchaînées, et sur la base de sentiments, qu'il s'agisse de ce qui a été exprimé à notre égard, ou qu'il s'agisse également de ce qui a été exprimé dans nos réseaux sociaux à l'égard d'autres nationalités, eh bien, ce genre de choses doivent être bannies. C'est le sens de la lettre royale. Banni, c'est quoi? C'est banni ou condamné? Banni et Parce condamné. que certains considèrent qu'effectivement, ces propos-là, des propos racistes, discriminatoires, des appels à la haine... Nous le disons dans notre communiqué. Vous le dites dans votre communiqué, nous disons devrait faire l'objet de ce genre de choses condamnation. Ce genre de choses ne font pas partie de nos valeurs. Ce genre de choses, ce n'est pas parce qu'on a perdu une Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'on a eu un certain nombre de choses que nous considérons comme injustes, comme injustifiées à notre égard, à l'égard de notre peuple, à l'égard de notre pays. Mais dans le même temps, il faut toujours garder profondément ancrées en nous les valeurs marocaines, les valeurs d'hospitalité, les valeurs d'ouverture. Le Maroc a toujours été un pays carrefour. Le Maroc a toujours été un pays de rencontre des civilisations. Et donc, il faut absolument condamner et bannir ce genre de propos. Ça n'a pas été fait encore. Non, aucun responsable politique ne l'a fait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait via votre communiqué. Et là, nous l'avons fait, je le fais devant vous. Voilà. Nous l'avons fait, je le fais devant vous. Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Mais je le dis clairement, ceci n'est pas digne du peuple marocain. Ce qui n'enlève rien à la condamnation également d'un certain nombre d'attaques qui ont été injustes et injustifiées à l'égard de notre pays. Donc, mais je dis, il faut toujours savoir être prêt et laisser parler les faits, laisser parler la réalité, et faire en sorte que nous puissions réussir ce qu'il y a de mieux en termes d'organisation et en termes de parcours, mais que nous puissions dans le même temps montrer au monde et à notre propre peuple et aux autres peuples que ce Maroc ne se contente pas d'organiser une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde, que ce Maroc est en train de prendre à bras le corps son processus de développement de tous les points de vue, et que nous pouvons être un modèle en termes de démocratie, en termes de respect des droits de l'homme, en termes de liberté, en termes d'égalité homme-femme,
en termes de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les disparités régionales, de lutte contre les disparités sociales, en termes de développement économique, en termes de prise à bras-le-corps d'un certain nombre de problèmes qui se nomment l'éducation, la santé, l'école publique, l'hôpital public, etc. Voilà, c'est pour ça que je dis il faut savoir raison garder. Ce ne sont que des manifestations sportives qui peuvent accélérer le mouvement, mais ce qui constitue le fond, et c'est notre position au PPS, c'est d'avoir et de porter et d'avoir les forces politiques nécessaires pour porter une véritable politique de développement. Ça n'a pas été le cas. Je ne profite pas de l'occasion pour exprimer des critiques à l'égard de l'actuel gouvernement. Je l'ai fait tout au long des 4 ans. Voilà, que le gouvernement n'a pas de responsabilité dans le fait qu'on ait perdu sportivement la CAN. Non, et la finale contre le Sénégal. C'est trop de facilité d'utiliser ce genre d'argument. C'est une défaite sportive. Pas de défaite politique. Non, pas du tout. C'est une compétition, ça reste une compétition. Maintenant, revenons à des choses plus profondes sur lesquelles il s'agit de garder une perspective et de garder un cap pour réellement porter une politique globale de développement. Justement, avant même la finale d'ailleurs de cette CAN face au Sénégal, il y a eu alors je ne sais pas si vous allez le qualifier d'événement ou pas, je vous laisserai bien sûr toute la latitude pour attribuer un qualificatif à cette annonce surprise du président du RNI, qui est en même temps aussi ou avant tout chef de gouvernement, Issa Renouch, de ne pas candidater pour un 3e mandat au niveau de son parti, et que du coup, insinuant aussi le fait qu'il pourrait quitter la scène ou l'arène, je ne sais pas d'ailleurs, politique. Vous avez vécu ça aussi entre 2 matchs de la CAN. Et est-ce que d'abord ça vous a surpris, cette annonce, parce que beaucoup spéculaient sur le fait que voilà, il y avait des possibilités en tout cas qu'il ne fallait pas écarter que Issa Renouch soit le premier chef de gouvernement à être reconduit pour un autre mandat, bien sûr conditionné par la victoire du RNI aux élections. Est-ce que là, c'est déjà une information, une annonce qui vous a surpris? Vous savez, c'est d'abord et avant tout un fait interne au RNI. En tout cas, j'ose espérer que cela ne soit qu'un fait interne au RNI. Et c'est pour cela que, par décence, s'agissant de questions internes à chaque parti, il est une règle qui est celle de ne pas commenter les décisions qui peuvent être prises par des partis qui ne concernent pas les politiques publiques. Sur cela, il y a compétition, il peut y avoir débat, il peut y avoir opposition, mais qui concerne le fonctionnement interne de chaque parti. Maintenant, soit ceci est acté, et il y a probablement des leçons à tirer par rapport aux partis concernés, ça veut dire par rapport au RNI. Il y a également la nécessité de considérer que, oui, cela ouvre des perspectives. Cela fait que dans la scène politique... Est-ce que ça reconfigure en fait le champ politique, il y a redistribution des cartes, oui, par la force des choses. Pour vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous? Là, le fait qu'effectivement, en tout cas en 2026, Issa Renouch ne sera pas en course, ne sera pas en compétition. Ne sera pas celui qui prendra le lead là-dessus. Parce que je ne qualifierai cela ni de bonne nouvelle ni de mauvaise nouvelle. Tout simplement en partant de cette position de principe, ne pas se mêler des affaires des autres. Ceci est une affaire qui normalement concerne le RNI. J'ose espérer que cela concerne le RNI. Mais en même temps, il est chef de gouvernement. C'est pour cela que je vous dis que maintenant que cette décision a été prise, qu'elle a été validée par la suite en interne par le RNI, soit il y a un processus de candidature. Le 7 février prochain, il y a un processus d'organisation d'un congrès extraordinaire le 7 février. Tout ce que je souhaite au RNI, c'est qu'ils prennent ces décisions de manière autonome et selon ce qui peut les arranger et que la démocratie puisse régner parce que cela peut rejaillir positivement sur la vie des autres partis politiques. J'ai toujours déclaré qu'il est important que
que nous puissions tous, autant que nous sommes, respecter l'autonomie des partis politiques, leur indépendance de décision, et cela est fondamental parce que c'est ce qui crédibilise ces partis politiques aux yeux de l'opinion publique. C'est ce qui permet de recréer de la crédibilité. Maintenant, par la force des choses, étant donné le poids de Aziz Akhnouch en tant que président du RNI, en tant que chef du gouvernement, étant donné la perspective des élections, le fait qu'il ne soit plus présent avec les mêmes casquettes et avec les mêmes aspirations, eh bien, cela, par la force des choses, redessine, reconfigure le champ politique et ouvre des perspectives. Quel que soit le profil qui sera élu, désigné lors du congrès du RNI qui est prévu le 7 février prochain, on l'apprend. On verra bien, on verra bien. Mais... Est-ce que vous allez être vous, parce que vous êtes un, entre guillemets, bien sûr, un vieux de la vieille, un baroudeur de la vie politique. Certains considèrent que l'identité de celle ou celui qui prendra les rênes et qui succédera à Aziz Akhnouch constituera un message politique. C'est-à-dire le message politique de savoir si effectivement il lâche prise totalement Aziz Akhnouch, est-ce qu'il va continuer, quoi qu'il en soit, à diriger ou co-diriger le parti en mode distanciel. Vous savez... Donc, est-ce que vous dites, effectivement, moi j'attends d'abord le 7 au soir, éventuellement pour savoir qui sera à la tête du RNI pour pouvoir concrètement et réellement et définitivement me prononcer. Vous savez, je refuse par principe de faire du RNI le centre du monde. Donc, qu'il y ait tel ou tel, peu importe pour vous. Au féminin ou au masculin, peu importe, c'est leur problème, c'est à eux de décider. Et je pense que le champ politique doit rester un champ ouvert, le champ politique doit rester un champ qui permette l'éclosion de compétences nouvelles. Je suis moi-même interpellé sur cette question et j'ai l'humilité de le reconnaître. Il y a un moment où il faut savoir tourner la page et je pense que dans la direction actuelle, nous sommes un certain nombre de personnes qui ont plusieurs dizaines d'années d'appartenance au Parti du Progrès et du Socialisme. C'est le cas aussi chez d'autres forces politiques. Il y a aujourd'hui des générations nouvelles, il y a Gen Z, il y a une effervescence qui se développe. Ce que nous souhaitons, c'est de contribuer à mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes, qu'ils puissent venir, qu'ils puissent alimenter le mouvement politique, alimenter le mouvement partisan et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant et pouvoir porter les préoccupations d'aujourd'hui par les générations d'aujourd'hui. Donc, rester dans une discussion qui personnalise et qui considère les gens comme étant le Messie d'une manière ou d'une autre. Mais pour vous, de savoir si effectivement Aziz Akhnouch va lâcher totalement ou pas le parti, vous dites-vous, c'est le cadet de votre souci, c'est vous êtes... Ça, je crois que le lâcher, il est définitif. Le lâcher, il est définitif? Oui, à mon avis. On apprend que de ces... Si vous faites une autre lecture, c'est que... Non, on apprend simplement d'ailleurs que c'est Mohamed Chouakri qui était l'ancien président d'ailleurs de la commission parlementaire économie et finances, qui est un proche d'ailleurs de Aziz Akhnouch, a été le premier d'ailleurs à déposer sa candidature. Vous savez, en politique, tout est possible, y compris l'impossible. Y compris certaines candidatures. En tout cas, pour vous, c'est pas forcément une bonne ou mauvaise nouvelle. Vous dites, nous, PPS, on composera avec cela. Vous considérez aussi que le RNI se retrouve et ressort certainement affaibli du départ de son président, qui est à la tête donc, du RNI depuis 2016. D'ailleurs, je crois qu'il avait pris la succession de Saleh Mzouar, dans des conditions d'ailleurs qui avaient été aussi un peu particulières et spéciales aussi à cette époque-là. Perspective 2026, le PPS aussi. Vous dites il va y avoir une redistribution des cartes. Est-ce que ça renforce les chances, en tout cas du PPS, de faire un meilleur score qu'en 2021? Vous savez, indépendamment de ce qui se passe au RNI ou d'ailleurs dans les autres partis, le PPS travaille. Le PPS développe une ligne politique claire. Le PPS s'est positionné dans l'opposition depuis 2019. On a quitté l'expérience précédente dans laquelle Saadine Atmani était chef du gouvernement. Nous n'avons pas participé ni voulu participer à l'expérience actuelle en termes de gouvernement. Nous avons
exercer un rôle de leadership au sein de l'opposition nationale. La difficulté, parce qu'avec le SFP, ça a toujours été un peu compliqué. Lorsque j'ai dit rôle de leadership, c'est toujours avec humilité. Le leadership ne s'exerce pas par les paroles ou la forfanterie. Le leadership s'exerce par les actes, par les positions prises, par le refus d'un certain nombre d'orientations. Et de ce côté-là, le PPS a été très clair sur un certain nombre de questions, la dernière en date étant par exemple celle du Conseil national de la presse, non pas parce que nous avons quelque chose à l'encontre de ce Conseil national de la presse ou de certaines personnes, mais parce que tout simplement nous considérons que cette orientation, sanctionnée aujourd'hui par le tribunal constitutionnel, est une orientation qui est en train de réduire le champ médiatique à quelque chose d'insignifiant, et nous l'avons vu lors de la Coupe d'Afrique. Et donc, nous sommes heureux aujourd'hui de voir que notre opposition a porté sur ce dossier avec les autres composantes politiques qui ont signé avec nous ce recours. Et je pense que le PPS s'est inscrit dans cette dimension et continuera de s'inscrire dans cette dimension en essayant de porter une politique différente, une alternative différente, en essayant nous sommes en train de travailler sur notre programme gouvernemental, sur notre programme de gouvernement, par rapport à 2002, après les élections, et nous voulons porter clairement une aspiration, une volonté, et nous voulons impulser un changement réel dans notre pays. Vous avez fait une déclaration chez mes confrères, chez nos confrères en tout cas, des médias, en disant effectivement le PPS vise la première place, c'est-à-dire arriver en tête. Vous l'avez dit. Je ne suis pas le seul à le dire. Non, vous n'êtes pas le seul à le dire. Je suis le premier responsable du PPS. Donc, si vous voulez que je vous dise qu'on va arriver dernier. Pour l'instant, vous êtes le premier responsable politique à avoir déclaré que dans la perspective des élections générales de 2026, l'ambition de son parti qu'il dirige, c'est d'arriver en tête. Oui, moi, tout le monde le dit. Moi, j'ai pas entendu dire cela, je dois le dire. J'ai pas entendu les trois composantes de la majorité. Aussi clairement que vous. Les trois composantes de la majorité ont revendiqué clairement le fait de vouloir la première place. Je vous rappelle. Après le départ d'Eliezer Knouch, oui. Avant cela, je vous rappelle qu'il y a un an. Rappelez-vous, il y a un an. Il a fallu un message qui dit silence dans les rangs au sein de la majorité pour qu'ils se calment tous. Ils étaient tous là à dire « Nous sommes le parti de la Coupe du Monde ». Le gouvernement du mondial. Nous allons gérer. Donc les trois se positionnaient comme voulant être premiers. Des composantes de l'opposition se sont mises également à développer ce genre de discours. Dans cette ambiance-là, que voulez-vous que je dise ? Eh bien, je dis également... Le PPS est une force avec laquelle il faudra compter. Avec laquelle il faudra compter, et nous essayons d'être dans le meilleur classement possible. Si cela peut nous mener jusqu'à la première place, je ne le refuserai pas. Maintenant, nous allons travailler. Nous travaillons en étant ouverts sur la société, nous travaillons dans la transparence, nous travaillons avec des positions qui tranchent par rapport à l'actuelle expérience gouvernementale, une autre vision de la mise en œuvre de la démocratie dans notre pays, de la question des droits de l'homme, de l'égalité homme-femme. Lorsque je vous dis cela, ce ne sont pas que des mots. Égalité homme-femme, ce gouvernement, on l'attend encore sur la question de la Moudouana. Ils ont eu un texte, ils l'ont reçu. À ce jour, ce texte n'est pas sorti. Donc, c'est vous dire que ce gouvernement... Pour ne pas politiser justement la Moudouana, tant mieux qu'elle soit reportée après les élections. En tout cas, c'était la position de certains de vos décideurs politiques. C'est pas la vôtre. Mais voyons, pourquoi ce n'est pas la mienne ? Parce que lorsque nous aurons changé de gouvernement, nous en aurons un autre qui sera également un gouvernement politique, avec des partis. Donc on pourra toujours nous dire à ce moment-là, mais la Moudouana ne peut pas sortir parce que cela va être attribué à ces forces politiques qui sont dans ce gouvernement. Dans ce cas-là, il faudrait arrêter tout travail au sein d'un gouvernement pour que ce ne soit pas approprié par qui que ce soit. Non, je vous dis,
politiquement, démocratiquement, le CNP, le Conseil national de la presse, en est la meilleure illustration. C'est un gouvernement qui a failli. Et comme il a failli économiquement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'améliorations, comme ça, le taux de croissance. Oui, les recettes fiscales les aussi, recettes fiscales, la les maîtrise recettes du touristiques, déficit budgétaire. les recettes touristiques, oui, d'accord, très bien. Matelas de devises également. D'accord, très bien. Matelas de devises également, approfondissement du déficit commercial, approfondissement de l'endettement, ne l'oublions pas, un certain nombre... Vous avez écouté Fossé Larja le lundi après-midi? Je sais qu'il y avait Rachel Amoumi qui était là, le président du groupe parlementaire du PPS. Oui. Il a dit qu'effectivement le prochain gouvernement, s'il s'attelle à maintenir la même perspective, le déficit public sera maîtrisé autour de 64% du PIB. En précisant effectivement si le prochain gouvernement maintient la perspective. Oui, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par la force des choses, il va y avoir un élan, il est là, très bien, avec le retour des précipitations, avec la question du tourisme, avec la question de l'amélioration des recettes fiscales, de l'amélioration des recettes des MRE, etc. D'accord. Mais dans le même temps, il y a la question de l'endettement, du déficit commercial, du déficit budgétaire, de la question du chômage. Taux de croissance, d'accord, mais le chômage s'approfondit et dans des proportions jamais atteintes avec l'actuel gouvernement, comme il y a un certain nombre d'autres questions liées à la gouvernance, au conflit d'intérêts, des questions liées à la situation de l'entreprise nationale qui n'est pas contente, qu'elle soit grande, petite ou moyenne. D'accord, les gens ne sont pas contents, ça bruisse dans les bois, un peu partout, et il y a un mécontentement général. Donc il y a la nécessité du changement, sans parler de ce qui se passe en termes d'éducation, éducation publique notamment, santé publique. Nous l'avons vu avec Gen Z, et sans parler d'un certain nombre d'incohérences au niveau des disparités régionales et des disparités sociales. Donc, il y a la nécessité d'une nouvelle politique, il y a la nécessité d'une alternative, qui soit une alternative populaire, qui soit une alternative qui soit portée par les forces du progrès dans notre pays. C'est ce que nous essayons de développer par nous-mêmes, comme au sein du mouvement social. La formidable réunion que nous avons organisée au Parlement avec la coalition marocaine pour la justice climatique, avec des centaines de personnes qui ont participé, sont venues d'un peu partout au Maroc, eh bien cela témoigne de la volonté du PPS de s'ouvrir sur son environnement et de porter de grandes questions, qu'il s'agisse de questions sociales, de la question écologique, de la question démocratique, de la question économique, ou de la question de la gouvernance. Dernière petite question pour porter tout ça. Je rappelle qu'en 2021, le PPS a fait un peu moins de 400 000 voix, une vingtaine de sièges 22 au Parlement. 22 attribués. 22 attribués. On voit bien qu'effectivement... Je le répète, 22 attribués. 22 attribués. Voilà. Ce qui veut dire que nous en méritions plus et nous le savons. 22 attribués. Bien. En tout cas, pour arriver en tête aux élections, il faudra faire au moins 3 fois plus de voix en termes de compteurs, quelle que soit la modification du mode de scrutin. C'est-à-dire passer le 400 000 à 1,2, pour passer le 400 000, millions. Voilà. Ça ne tient pas qu'à nous. Nous devons être au niveau. Nous devons travailler. J'en appelle aux militantes et militants du PPS pour redoubler d'énergie dans cette perspective. Il faut travailler beaucoup plus. Il faut s'ouvrir beaucoup plus. Il faut aller retrouver ces jeunes. Il faut aller retrouver ces femmes. Il faut aller retrouver ce mouvement social, ce mouvement citoyen. Mais il faut aussi et surtout pouvoir inscrire les gens sur les listes et les convaincre, réconcilier les gens avec la politique. Ce n'est pas ce n'est pas de notre seul fait que cela peut se faire. C'est aussi une responsabilité de parti politique. C'est une responsabilité de l'État, d'abord. De l'État, pour donner une autre vision de la politique, pour faire en sorte qu'il y ait cette réconciliation qui s'opère, avec des décisions qui doivent être prises sur le champ démocratique, des libertés, de la presse, etc., d'un certain nombre de niveaux. Mais également, le fait des partis politiques qui doivent montrer que ce sont des partis qui sont autonomes, indépendants, qui circulent avec une démocratie et qui prévoient, si ça ne se fait pas encore, c'est ce qui se prépare dans notre parti, qui prévoient le renouvellement des générations, d'accord ? Et en dernier lieu, il faut que notre peuple, que nos jeunes
en particulier, que nos élites, que nos couches moyennes, que l'ensemble du peuple marocain s'inscrivent. Ce sont des millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes ou parfois inscrites et qui ne votent pas. Donc pour que le PPS puisse faire plus que 400 000 voix, doubler ou tripler ce nombre, cela dépendra face au monde de l'argent, face au monde de la corruption que nous pouvons connaître en matière électorale. Une seule voix pour le PPS, une large participation de tout le monde pour faire en sorte que nous puissions battre les milieux et de la réaction, et de l'oligarchie, et de ceux qui défendent des intérêts financiers étroits, et de ceux qui ne pensent pas réellement à un projet de développement pour notre pays, mais pensent et un projet de développement projet de développement qui puisse satisfaire des couches étroites. Et un projet de développement qui ne repose pas essentiellement sur l'organisation d'une compétition footballistique pour être le plus complet. Merci infiniment, Nabil Belhabla. Toujours un plaisir. Merci de nous avoir accueillis, nous avoir accordé aussi du temps. Parce que le temps existe aussi en politique, il n'y a pas qu'en économie. Donc merci infiniment à vous.